Bonjour à tous. Bienvenue dans ce petit cours abrégé sur les miroirs courbes, lors duquel on fera exactement la suite de ce que nous avons entamé au dernier cours avec nos petites démonstrations avec les miroirs courbes. D'ailleurs, pour justement que on soit bien prêt pour la suite des choses, je vais faire évidemment un petit rappel des faits et des principales conclusions qu'on avait obtenues suite à nos petites manipulations du dernier cours. Et par la suite, donc, on pourra s'appuyer sur ces connaissances pour vraiment développer notre compréhension des miroirs courbes, pardon, notamment au niveau des images. Comment est-ce que je peux représenter une image dans un miroir courbe? Allons-y sans plus tarder. Pour suivre évidemment cette petite présentation, vous aurez besoin d'une part de votre document de notes dans lequel on avait travaillé là, au dernier cours. On avait fait nos petites manipulations. Et par la suite, vous aurez besoin de votre cahier d'exercice pour faire quelques exemples qui se retrouveront dans celui-ci. Donc, euh, rappelons-nous à la page 2 du document de notes quelques-unes des conclusions qu'on avait faites au sujet des miroirs courbes. Donc, la première, c'était qu'on peut comprendre très facilement le fonctionnement d'un miroir courbe comme étant une suite de petits miroirs plans qui sont alignés le long d'un cercle. Et après ça, ça devient très facile de tracer donc une trajectoire d'un rayon qui frappe le miroir pour réfléchir parce qu'il s'agit d'appliquer la loi de la réflexion comme dans un miroir plan. Et si on est capable de tracer la normale, eh bien à ce moment-là, on est capable de tracer le rayon réfléchi. Et la normale, telle qu'on l'avait expérimenté au dernier cours, eh bien, c'est la ligne qui relie donc le centre au point d'impact du rayon là, sur la surface du miroir. Donc, si on rappelle les faits, imaginons qu'on ait un rayon incident qui arrive sur la surface d'un miroir concave ici. Donc, on doit tracer la normale à partir du centre de courbure. Et par la suite, donc, il s'agit tout simplement de mesurer l'angle d'incidence de, euh, du rayon incident par rapport à la normale. Donc, voilà ici. Et de reproduire cet angle-là de l'autre côté de la même façon, avec la même valeur. Voilà. Et de cette façon-là, on respecte la loi de la réflexion par rapport à notre normale dans le miroir courbe ici, concave. Dans le cas d'un miroir convexe, même principe. Donc, il s'agit simplement d'illustrer quelle est la normale à partir du centre de courbure. Et encore une fois, même principe. Donc, on s'en va chercher l'angle ici par rapport à la normale et on le reproduit de l'autre côté, de telle sorte que l'on respecte la loi de la réflexion. Donc, vraiment, on peut s'appuyer sur nos connaissances au sujet des miroirs plans. C'est la même chose. Il s'agit simplement d'être capable de tracer la normale dans le cas des miroirs courbes. Et on a bien constaté que cette normale se trace à partir du centre de courbure du miroir. Donc voilà pour ça. Toujours à la page 2, bref rappel cette fois-ci, différents termes reliés au miroir. Donc on se rappelle le centre de courbure, également le sommet du miroir, le foyer, et on se rappelle que le foyer, là, ce point névralgique, il se situe toujours à mi-chemin, donc directement entre le centre et le sommet. Donc, il faut bien être capable là, de se rappeler de ça. Dans une situation, il faudrait illustrer là, la position du foyer. Ben, on sait que c'est directement entre le centre et le sommet. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre là-dessus. C'est un simple rappel des termes importants. Sinon, peut-être le plus gros morceau et le morceau le plus important de ce qu'on avait fait au dernier cours, après avoir manipulé un peu avec nos lasers et nos miroirs courbes, on avait tiré quelques conclusions sur quelques-unes des trajectoires typiques d'un rayon lorsqu'il frappe la surface du miroir. Et on en était venu à trois trajectoires importantes pour lesquelles on n'avait pas besoin de faire toute la démarche avec la normale et calculer les angles d'incidence, de réflexion. Donc, des trajectoires vraiment très précises. Donc, celle d'un rayon incident, parallèle à l'axe principal, qui est réfléchi au foyer. La trajectoire contraire, donc si on passe par le foyer, si le rayon incident passe par le foyer, ben, sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Et par la suite, donc, la trajectoire d'un rayon qui passe par le centre de courbure qui est réfléchi sur lui-même.
Et je rappelle l'importance de ces lois-là, comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est d'être capable de tracer très rapidement des trajectoires sans avoir à calculer les angles, tracer la normale, donc faire toute cette démarche-là qui n'est pas nécessairement infiniment longue, mais qui est juste un petit peu plus longue. Tandis que là, c'est très simple. En sachant la position donc des rayons incidents, on peut rapidement tracer donc nos rayons réfléchis. Et ces trajectoires-là sont particulièrement importantes dans ce qui suit parce que donc on s'en servira pour être en mesure de tracer les images qui apparaissent donc dans un miroir courbe. Donc gardez la page 5 pas très très loin, là, elle sera utile dans quelques instants. Sinon, allons voir ce qui se passe à la page 4 et rentrons vraiment dans le vif du sujet pour le cours d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter l'image d'un objet lorsque celui-ci est placé devant un miroir courbe? Quand on travaillait avec les miroirs plans, c'était très simple de tracer l'image, de représenter l'image, parce qu'il s'agissait tout simplement de la réflexion de l'objet par rapport au miroir, par rapport à l'axe de symétrie du miroir. Donc, il s'agissait tout simplement de faire une réflexion, faire une symétrie, et le tour était joué. Par contre, dans le cas d'un miroir courbe, c'est pas aussi simple, malheureusement, parce que, bon, on n'a pas un axe de symétrie qui est droit, c'est une courbe. Donc, comment est-ce que je peux essayer de faire une réflexion par rapport à une courbe? C'est pas évident. Donc, il faut trouver un autre moyen de procéder. Et le moyen, donc, ça va être de tracer, justement, des rayons. Et voir comment les rayons se comportent, comment ils vont réfléchir. Et c'est ça qui va nous aider, donc, à tracer l'image. Juste auparavant, vous voyez dans le schéma ici à la page 4, donc on a illustré un objet devant un miroir concave. L'objet, par convention, représente toujours à l'aide d'une flèche. Pourquoi est-ce qu'on représente à l'aide d'une flèche? Parce que une flèche, ça a un sens, donc on peut désigner un sens à la flèche. En ce moment, mon objet pointe vers le haut. Et le fait est que, et on en avait parlé à la fin du dernier cours, ben des fois, le miroir va nous donner une image qui va être un peu spéciale, qui pourrait être renversée. Mais comment est-ce que je pourrais voir ça? Ben, c'est justement en voyant le sens de ma flèche lorsque je tracerai l'image produite par mon miroir. Et donc, puisque la flèche a un sens, ça va être très facile pour moi de voir est-ce que, justement, elle est droite ou elle est renversée. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de certaines caractéristiques dont on parlera donc dans quelques instants. Bref, donc on en discutait il y a quelques instants. Si je veux obtenir l'image de mon objet, je dois tracer des rayons et voir comment ces rayons-là réfléchissent. Donc, je veux tracer deux rayons. Quel rayon je vais tracer? Je peux tracer n'importe quel rayon dans n'importe quelle direction. Mais évidemment, si je veux me rendre la vie plus facile, je vais être stratégique et je vais choisir des rayons qui sont faciles à tracer. D'où l'importance du tableau de la page 5 dont on vient de parler il y a quelques instants. Donc, à partir de la pointe de mon objet, qui est ici, donc la pointe de la flèche, je vais tracer deux rayons. Ben, commençons par un premier rayon, et je pourrais aller voir dans mon tableau de la page 5, puis dire, ben, voilà, notre premier rayon dont on avait la trajectoire dans le tableau, c'était un rayon incident parallèle à l'axe principal. Et on avait bien vu, à ce moment-là, que les rayons incidents parallèles à l'axe principal, ben, sont réfléchis directement au foyer. Voilà. Donc, vous pouvez faire de même et tracer cette trajectoire-là. On pourrait également utiliser donc un deuxième rayon. Je pourrais utiliser le rayon qui passe par le centre de courbure, qui réfléchit sur lui-même. Mais je vais utiliser ici la deuxième loi qui nous dit qu'un rayon qui passe par le foyer, donc je vais tracer toujours à partir de l'objet, un rayon qui passe par le foyer. Comment sera-t-il réfléchi, ce rayon-là? Ben, parallèlement à l'axe principal. Donc, le voici. J'ai donc tracé ici deux rayons. Ces deux rayons-là ont été réfléchis et j'obtiens donc un croisement de ces deux rayons réfléchis. Vous l'aurez identifié ici, ce croisement-là, il se situe ici. Que représente ce point de croisement? Il représente l'image
de la pointe de ma flèche. Donc, je sais que la pointe de ma flèche, son image se situe exactement au croisement de mes deux rayons réfléchis. Qu'en est-il de la base de ma flèche, qui est ici? Bien, si je traçais des rayons à partir de ma base, par exemple un rayon qui serait directement sur l'axe principal, qui serait parallèle donc à l'axe principal ou qui passe par le foyer, bien, je me rendrais compte assez vite que tous ces rayons-là passeraient directement sur l'axe principal. Et je serais très rapidement là, convaincu du fait que si ma base au départ était sur l'axe principal, donc évidemment, la base de ma flèche se situera, elle aussi, sur l'axe principal. Juste un instant, voilà, donc ma base ici, sur l'axe principal. Dès lors, si je veux tracer l'image de mon objet, je dois tout simplement relier les deux points que je viens de tracer à l'instant. Donc, mon image apparaît ici. Voilà, permettez-moi juste de supprimer les annotations, de sorte que vous puissiez voir très clairement. Et ce qu'on constate ici, c'est que l'image que je vois, lorsque mon objet est placé à une certaine distance de mon miroir courbe concave, eh bien, ça nous donne une image qui est renversée et qui est donc plus petite également que mon objet. On voit là, en comparaison, si on compare la longueur des deux flèches, bien évidemment que l'image ici est plus petite que mon objet, et également, elle se situe donc vers le bas, donc elle est renversée par rapport à l'orientation initiale. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut arriver à tracer les images d'un objet placé devant un miroir. Et évidemment, donc dans quelques instants, on aura plusieurs exemples dans votre cahier d'exercice que l'on fera ensemble pour être en mesure de valider notre compréhension ici. Voilà. Juste avant de passer aux différents exemples, ce qu'on aime bien faire une fois qu'on a obtenu l'image, c'est d'essayer de caractériser donc la nature de ces images-là, la grandeur et le sens. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va noter les principales caractéristiques que peut avoir une image. Donc, au niveau de la grandeur, c'est très simple. L'image peut soit être plus grande que l'objet, ou encore plus petite que l'objet. Donc, quand on va tracer, on va schématiser un objet et son image, on va toujours être en mesure de qualifier, donc, quelle est la caractéristique au niveau de la grandeur de l'image. Et à ce moment-là, on pourra dire, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que l'objet? Ce sera très, très facile à faire. Il se pourrait, dans certains cas de figure, que l'image soit à peu près de la même grandeur que l'objet. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on doit dire qu'elle est plus grande, plus petite? Faut-tu mesurer au millimètre près? Pas du tout. Donc, si l'image apparaît à peu près de la même grandeur, à ce moment-là, on dira tout simplement qu'elle sera de la même grandeur. Si elle est vraiment plus grande, si elle est vraiment plus petite, on dira à ce moment-là qu'elle est plus grande ou plus petite. Donc, il n'y a pas lieu ici de mesurer très précisément. Il s'agit simplement d'une appréciation approximative, de dire, oui, elle est plus grande ou plus petite, tout simplement en regardant l'image. Le sens, donc, on en a parlé il y a quelques instants également, l'image peut être soit droite, donc elle pointe vers le haut, ou encore renversée, elle pointe vers le bas. Et ça, il faut faire bien attention, le sens de l'image, c'est une caractéristique absolue. Donc, c'est pas relatif à l'objet. Donc, si mon image pointe vers le bas, elle est renversée. Si elle pointe vers le haut, elle est droite. Peu importe dans quel sens mon objet pointait. Donc, c'est simplement de regarder le sens de l'image. J'oublie mon objet, je ne regarde pas relativement l'un par rapport à l'autre. Est-ce que mon image est renversée vers le bas, droite, vers le haut? Pour ce qui est maintenant de la nature de l'image, on n'en a pas vraiment parlé ici, puis on va écrire dans le fond l'information, puis pour l'instant, ça ne paraîtra pas très évident ce qu'on veut dire, mais je vous rassure, dans quelques instants, une fois qu'on aura fait quelques exemples, ça paraîtra très clair. Notre image peut être réelle ou virtuelle. L'image réelle
est une image qui est formée par les rayons réfléchis. Avec le premier exemple qu'on vient de faire à la page 4, il semble évident, ça semble une évidence même. On a obtenu l'image au croisement des deux rayons réfléchis. Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire à la page 4, c'est évident que c'était une image réelle. Il est difficile en ce moment de s'imaginer qu'il pourrait en être autrement. Mais il arrivera qu'on obtienne une image dite virtuelle, et cette image-là ne sera donc pas formée par les rayons réfléchis. Comment est-ce que ça peut arriver, ça? Comment est-ce que ça pourrait survenir? Pour l'instant, c'est dur à visualiser, c'est dur à imaginer. Mais vous allez voir que dans quelques instants, on va faire des exemples, et vous allez voir que dans certaines situations, les rayons réfléchis ne produisent pas d'image directement, et à ce moment-là, il faut utiliser le prolongement des rayons réfléchis. Pour former l'image, on appellera cette image une image virtuelle. Donc, en résumé, pour chacun des exemples, à chaque fois qu'on trace l'image produite par un objet, eh bien, à ce moment-là, il faut être en mesure de donner les caractéristiques de grandeur, de sens et de nature. Donc, soit dire si l'image est plus grande, plus petite, droite ou renversée, réelle ou virtuelle. Donc, pour la suite des choses, on va se rendre dans le cahier d'exercices. Vous avez des exercices, d'ailleurs, c'est des exercices qui vous sont assignés dans la liste pour les devoirs. Donc, ce sera des exercices que vous n'aurez pas à faire parce qu'on va les faire ensemble à l'instant. Donc, à la page 52 et 53, numéro 2A à F, on ne les fera pas tous, on va en faire quelques-uns seulement. Même chose à la page 54-55, numéro 1A à C. Donc, on va regarder certains de ces exemples. Donc, allons-y sans plus tarder. On va se rendre à la page 52 de notre cahier d'exercice et on va regarder le numéro C. Donc, sensiblement identique ici à la situation qu'on avait là quelques instants dans le document de notes. Et donc, ici, on doit tracer des rayons. Encore une fois, je vais essayer d'être stratégique dans mon choix de rayons à tracer. Et à partir des rayons réfléchis, donc, je serai en mesure de tracer l'image, d'illustrer la position de l'image. Et ensuite, de donner les caractéristiques pertinentes. Donc, allons-y. Le cahier d'exercice est gentil. Il nous dit que on ne peut pas vraiment utiliser, dans le cas échéant, la troisième loi du tableau. Donc, le rayon principal numéro 3, celui qui passe par le centre de courbure. Si je voulais essayer de tracer un rayon qui passe par le centre de courbure, ce serait plutôt difficile. Ce serait un rayon qui passe comme ça ici. Ce serait pas terrible. Donc, le rayon ne se dirigerait pas vers mon miroir. J'arriverais pas à grand-chose avec ça. Donc, on va oublier cette situation-là et on va se concentrer donc sur les deux autres rayons qui est possible de tracer ici. Donc, évidemment, commençons par le premier. Un rayon incident parallèle à l'axe principal sera réfléchi donc au foyer. Voilà. Fait important ici, toujours ajouter, et là je vais le faire ici, je vais mettre mon crayon en noir si vous le permettez. Donc, d'ajouter les flèches sur mes différents rayons. La raison est simple, il faut toujours bien distinguer qu'est-ce qui est un rayon incident, qu'est-ce qui est un rayon réfléchi. Et de cette façon-là, on ne se trompe pas. Donc, on fait référence clairement. Donc, rayon incident, ici en haut, parallèle, et ensuite rayon réfléchi qui passe par le foyer. On pourrait également faire la loi contraire. Donc, toujours à partir de la pointe de mon objet, je trace un rayon qui passe par le foyer. Et ensuite, ce rayon-là, selon la deuxième loi, sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Donc, même principe ici. J'indique le sens de mes rayons. Très important. Oh, je viens de faire disparaître un rayon ici. Je vais effacer tout simplement. Je ne sais pas si je peux ça. Ouf, attendez un instant. Ok, voilà. Parfait. Super. J'ai mon rayon. Tout va bien. Et attendez un instant. Je vais essayer de refaire ma flèche. Voilà. Merveilleux. Donc, on a nos deux rayons. On a identifié, évidemment, un point de croisement de ces deux rayons-là. Le point de croisement, vous le voyez comme moi,
c'est ici, c'est là où j'ai tracé là, ma pointe. C'était pas voulu, là, ça a tombé comme ça. Et donc, si je veux tracer l'image, ben, vous aurez compris que l'image va être ici, donc vers le bas. Évidemment, je dois donner les caractéristiques principales de notre image, mais juste avant, je vais prendre quelques secondes pour vous parler d'un autre rayon qu'on aurait pu tracer ici. On ne l'a pas indiqué dans notre tableau de la page 5 de notre document de notes, mais dans certaines situations, dans le fond, ça peut être pratique de tracer ce rayon-là. Il s'agit du rayon qui passe ou qui arrive, là, le rayon incident qui va au sommet de notre miroir. Donc, un rayon qui arrive ici. Comment est-ce qu'il réfléchira, ce rayon-là? Donc, le voici, rayon incident. Ben, comment est-ce qu'on peut arriver à le faire réfléchir? Ben, il réfléchira tout simplement comme si, donc, la normale donc, de notre miroir courbe était donc l'axe principal. En mesurant l'angle par rapport à l'axe principal, je vais être en mesure d'obtenir l'angle d'incidence et donc, par la suite, l'angle de réflexion. Et je pourrai tracer le rayon réfléchi. Vous voyez ici que j'ai tracé un troisième rayon et, comme on pourrait s'y attendre, le troisième rayon va aller donc se croiser au même point que les deux autres, de telle sorte que mon image est toujours située au même endroit. Donc, ce rayon ici qui passe par le sommet, dans certaines situations, vous pouvez l'utiliser. Ben, la majorité du temps, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être des fois là, un rayon qui est pratique à tracer. Le seul problème, c'est qu'on n'aura comme pas le choix, dans ces cas-là, de mesurer les angles. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus plat pour être en mesure de tracer le rayon. Donc, pendant tout ce temps-là, on a pu bien penser aux caractéristiques de l'image. Je suis pas mal certain que vous les avez comme moi. Donc, c'est une image qui est plus grande que l'objet. Elle est renversée et elle est réelle. Donc, encore une fois, l'histoire des images virtuelles, qu'est-ce que c'est? Ben, on ne sait pas trop. C'est vraiment dans le cas qu'on a ici dans notre exemple, c'est les rayons qui se croisent, qui forment l'image. Donc, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. C'est une image qui est réelle. Voilà pour ça. Allons travailler peut-être un autre exercice qui nous éclairera peut-être sur les histoires d'images virtuelles. À la page 53, le numéro E. Bon, évidemment, ici, vous aurez pu nous laisser le suspense là, en n'ajoutant pas la note que l'image est virtuelle. Donc, laissons-nous la chance de travailler ensemble là, cet exemple-là pour vraiment trouver que l'image est virtuelle. Donc, encore une fois, je veux tracer des rayons à la page 53, numéro 2E, qui vont permettre d'obtenir l'image en question. Donc, ben, commençons peut-être avec un premier rayon. Traçons un rayon qui est parallèle à l'axe principal, toujours à partir de la pointe de mon objet. Et ce rayon-là, donc, ensuite, sera réfléchi en passant par le foyer. Donc, voilà. Évidemment, encore une fois, je prends la peine toujours d'indiquer le sens de mes flèches, le sens de mes rayons. D'ailleurs, dans les évaluations, mini-tests, examens, si vous n'ajoutez pas ces choses-là, donc vous pouvez perdre des points. Donc, assurez-vous toujours de bien illustrer le sens de vos différents rayons. Je pourrais également tracer un rayon qui passe par le foyer. Mais là, il y a certains qui vont s'interroger et dire « c'est un peu bizarre ça, un rayon qui passe par le foyer, parce que si je pars ici de la pointe de mon objet, eh bien là, il faut que je me rende, par exemple, ici, puis je m'en vais pas pantoute, donc, vers mon miroir. Bon, évidemment, ça, c'est pas très stratégique d'utiliser une telle situation, une telle option, mais le rayon par le foyer, il se trace quand même. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que si, par exemple, je traçais à partir, voilà, donc, à partir de mon foyer, juste l'illustrer ici, donc, de mon foyer, un rayon, donc, ou un prolongement de rayon qui se rendrait vers le sommet, donc vers la pointe ici de mon objet, donc, comme ça, ben, je pourrais ensuite prolonger ce rayon-là à partir de mon objet pour qu'il aille jusqu'au miroir. Et de cette façon-là, j'ai
l'équivalent d'un rayon qui passe, d'un rayon incident qui passe par le foyer. Permettez-moi d'ajouter donc ici mes petites flèches pour vraiment indiquer le sens du rayon. Voilà. Et quel sera le rayon réfléchi suite à ce rayon qui passe par le foyer, donc qui est aligné avec le foyer? Ce sera un rayon incident parallèle à l'axe principal. J'aurais pu également ici utiliser la loi, dans le fond, qui passe par le centre de courbure. Je ne l'ai pas fait, mais on aura l'occasion de le faire également dans d'autres situations. Donc, il n'y a pas vraiment là, de règles absolues. On peut utiliser vraiment les lois qu'on veut. Bon. Il y en a certains qui doivent s'interroger en ce moment en regardant ça et dire « Oh, j'ai un petit problème ici. » Parce que contrairement aux autres exemples qu'on a fait ensemble il y a quelques instants, les deux rayons réfléchis ne se croisent pas du tout. Donc, j'ai pas de point de croisement de mes deux rayons réfléchis en apparence. Sauf que, je vois pas de point de croisement ici, là, du côté de mon objet, mais qu'est-ce qui m'empêche de prolonger, donc, la trajectoire des rayons lumineux réfléchis de l'autre côté de mon miroir? Et si je fais ça, pour chacun des deux rayons réfléchis, donc, le premier rayon réfléchi, c'est celui-là, ici. Voilà. Et le deuxième, celui-là. Donc, si je prolonge leur trajectoire de l'autre côté du miroir, évidemment, ce prolongement-là, on va le faire en pointillé, parce que ce n'est pas le rayon qui est de l'autre côté du miroir, c'est seulement son prolongement. Eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que les deux rayons se croisent, il y a un point d'intersection, et à ce moment-là, ben, je peux évidemment illustrer mon image, qui sera située au point de croisement des deux rayons réfléchis. Et dans ce cas-là, si je dois énumérer les caractéristiques de cette image, ben on dira évidemment qu'elle est plus grande que mon objet. Elle est évidemment droite parce qu'elle pointe vers le haut. Et voilà un cas où l'image est virtuelle. Puisque ce ne sont pas les rayons lumineux à proprement parler qui se sont croisés pour former l'image, mais plutôt, dans le cas présent, leur prolongement derrière la surface du miroir, donc qui se croisent et qui forment l'image. Cette situation est une situation d'image virtuelle. Voilà. Donc, ça fait un peu là, le topo pour les miroirs courbes. Il y en a peut-être qui, pendant que je parlais, là, qui sont vite sur la gâchette et qui avançaient même d'autres exercices là, qui avaient un peu compris le principe. Il y en a peut-être qui ont travaillé sur le numéro D, toujours à la page 53. Et voilà un exemple intéressant ici de problème, d'exemple, de situation plutôt, où on a des rayons à tracer puis il faut trouver l'image. On va y aller rapidement ici, parce qu'on va voir que le résultat est assez étonnant. Donc, si je veux tracer deux rayons pour obtenir l'image, ben, je peux toujours utiliser notre premier rayon incident parallèle à l'axe principal, sera réfléchi donc au foyer. Donc, encore une fois, permettez-moi d'ajouter les flèches donc sur nos rayons. Voilà, une ici, une là. Et par la suite, donc je ne peux pas vraiment tracer un rayon qui passe par le foyer, ça ne marche pas, je ne me rendrai pas du tout sur la surface de mon miroir. Par contre, je pourrais tracer un rayon, un peu comme je l'ai fait tantôt, qui est aligné avec donc mon centre de courbure, qui s'en va vers mon miroir et revient ensuite sur lui-même. Ça, c'est la règle du troisième rayon. Je vais juste simplement effacer là, ce que je viens de faire ici, si vous permettez, pour éviter là, qu'il y ait la confusion donc, dans notre dessin. Voilà. Et donc, j'illustre la trajectoire de ce rayon-là. Le rayon s'en va vers le miroir, toujours aligné vers le centre, et ensuite, il revient directement sur lui-même. Vers le miroir, et ensuite vers le centre. Et donc, j'obtiens un sérieux problème ici, parce que mes deux rayons réfléchis sont parfaitement parallèles. Donc, les deux rayons sont parfaitement parallèles. Il n'y aura donc aucun point de croisement possible, et ce,
ni du côté de l'objet, ni de l'autre côté du miroir. Donc, aucun point possible. Si je n'ai pas de possibilité de croisement. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce temps-là? Ben, pas grand-chose, si ce n'est qu'il n'y a pas d'image qui est formée. Ou une autre façon un peu plus là, spécialisée de le dire, si on utilise le vocabulaire mathématique. En mathématiques, quand on parle de deux segments, deux droites parallèles, ben, la façon dont on peut les décrire, ce sont des droites qui se croisent à l'infini. Et donc, ça, c'est une autre façon de le dire. C'est deux droites parallèles, deux droites qui se croisent à l'infini. Donc, si mes deux droites se prolongent, mes deux rayons réfléchis se prolongent jusqu'à l'infini, ça voudrait dire que l'image, elle, serait formée à l'infini. Et pour l'instant, on n'a pas trop à se poser de questions. Là, c'est quoi que ça veut dire, une image formée à l'infini? Mais gardons cette idée-là en tête. Peut-être qu'éventuellement, ça reviendra. Et ça reviendra, donc pas juste éventuellement, ça va revenir. Et on en reparlera un peu plus tard, donc, de ce que ça veut dire, une image ou un objet à l'infini. Voilà. Donc là, on a fait plusieurs cas ici pour des miroirs concaves. Encore faudrait-il être capable d'appliquer ce même raisonnement au niveau des miroirs convexes. Et vous avez donc des exemples en ce sens à la page 55 de votre cahier d'exercice. Donc, on a deux exemples à la page 55, on va en faire qu'un seul ensemble. Donc, ce sera largement suffisant pour qu'on puisse comprendre le principe. Donc, là, je pense qu'on commence à être pas mal bon avec ce genre de situation-là. On va y aller rapidement, si vous permettez, pour tracer les rayons. Donc, je vais utiliser encore, tiens, pourquoi pas les deux mêmes rayons qu'on est habitué d'utiliser. Rayon incident parallèle, réfléchi au foyer, et rayon qui passe par le foyer sera réfléchi parallèlement. Donc, les deux premières lois dans notre tableau de la page 5 de notre document. Donc, si on a un rayon incident parallèle, là, évidemment, ici, on a un petit problème, c'est que notre rayon... Oh, pardonnez-moi, un petit problème de crayon. Je vais juste effacer ça. Voilà. Donc, on a un rayon qui est ici. Tracer ma flèche. Voilà. Donc, le rayon ne peut pas traverser la surface du miroir pour aller au foyer, selon la première loi. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir tracer le rayon réfléchi? Bien, c'est le prolongement du rayon réfléchi qui va passer donc par le foyer. Et le rayon réfléchi, lui, donc, sera dirigé vers l'extérieur de la surface. J'ai un peu le même principe, donc, si je veux appliquer la deuxième loi qui me dit qu'un rayon incident qui passe par le foyer sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Donc, évidemment, je ne peux pas avoir un rayon qui se rend jusqu'au foyer, mais je peux avoir un rayon dont le prolongement, un rayon incident dont le prolongement touche au foyer. Et par la suite, donc, ce rayon-là, lui, sera réfléchi de manière parallèle à l'axe principal. Et encore une fois, donc, j'ai un petit problème ici, parce que si j'identifie donc les deux rayons réfléchis, c'est celui-là et également celui qui va vers le haut, ben, ils n'auront pas tendance à se croiser, les deux rayons, donc, du côté là, de l'objet. Par contre, je peux prolonger leur trajectoire. D'ailleurs, il y a déjà une trajectoire ici qui est prolongée pour mon premier rayon ici vers le haut. Donc, cette trajectoire-là est déjà prolongée. Bien, il faudra que je fasse de même pour mon deuxième rayon réfléchi, donc prolonger sa trajectoire. Et là, c'est évident, j'ai un point de croisement, donc, de mon rayon qui se situe, de mes deux rayons réfléchis qui se situent ici. Et mon image sera donc là. Quelles sont les caractéristiques de l'image? Bien, c'est très simple. C'est de dire qu'elle est certainement plus petite, elle est droite, et encore une fois, voilà un cas où nous obtenons une image virtuelle. Donc, dans ces situations-là, d'image virtuelle, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que pour les miroirs convexes, ce sera toujours le cas. Ce sera toujours une image virtuelle. À vrai dire, les caractéristiques de l'image, plus petite, droite, virtuelle, seront toujours effectives lorsqu'on parle d'un miroir convexe. Voilà, ça fait pas mal le tour pour notre petite démonstration et notre petite, nos petits exemples là, au sujet de
tracer des rayons et obtenir les images dans des miroirs courbes. Juste en terminant, peut-être deux petites infos là, très rapides là, pour être en mesure de bien comprendre le fonctionnement des miroirs courbes. Première information, très rapide. Donc, je vais sortir ici de mon diaporama. Donc, voilà. Je vais juste simplement ajouter une diapositive. Et, tiens, je vais mettre un carré blanc pour qu'on puisse bien voir là, ce que je vais faire. Je vais juste vous montrer un exemple ici de situation. Voilà. Carré blanc. OK. Donc, le but ici, c'est simplement que je puisse tracer un petit dessin pour faire vraiment tous les cas de figure possibles. Imaginons ici que j'ai un miroir courbe, concave, donc je ne suis pas très bon en dessin, vous pouvez voir. Voilà, ça c'est le centre, ça c'est le foyer, imaginons. Et que dans une situation quelconque, eh bien, on est, au lieu d'avoir au départ l'image, l'objet plutôt, on est l'image. Donc je vais changer de couleur ici. J'ai l'image de mon miroir qui serait ici. Ça, ce serait image. Je vais mettre I pour image. Comment je peux arriver à tracer, donc, l'objet correspondant? Ben, c'est pas tellement compliqué, c'est pas tellement sorcier. C'est d'appliquer les mêmes lois que l'on connaît, mais à l'envers. Donc, si je dois appliquer les lois, par exemple, un rayon incident parallèle à l'axe principal sera réfléchi au foyer, ben, il faut bien que je fasse ça à l'envers. Donc, il faut que je parte avec la partie rayon réfléchi, donc au foyer. Voilà. Et je m'assure de bien illustrer que ça, c'est le rayon qui est réfléchi au foyer, qui passe par mon image. Et le rayon, donc, incident correspondant, c'est un rayon qui est parallèle. Évidemment, vous voyez que mes dessins ne sont pas terribles, mais on comprend l'idée ici. Si je voulais utiliser, par exemple, la deuxième loi, qui dit, par exemple, qu'un rayon qui passe par le foyer, un rayon incident qui passe par le foyer réfléchit parallèlement, ben, il faudrait que je commence par la partie parallèle, qui ressemblerait à ça. Wow, je me surpasse. Et ensuite, un rayon incident qui passe par le foyer. Là où je veux en venir avec tout ça, notre objet serait formé ici, là où les deux rayons incidents se croisent. Donc ça, ce serait mon objet qui serait ici. Objet, O. Et là où je veux en venir, c'est que c'est bien important ici de représenter correctement le sens des rayons. Autrement dit, à partir de l'objet, ce sont les rayons incidents qui se dirigent vers le miroir, et les rayons réfléchis, eux, se dirigent donc vers l'image. Et c'est bien important qu'on respecte ce principe-là, cette règle-là, de telle sorte que on sache toujours qu'est-ce qui provient de l'objet, qu'est-ce qui s'en va à l'image, et ça nous permet de bien définir donc les différentes situations. Donc voilà, petit exemple juste complémentaire pour être en mesure de bien suivre là, et de bien comprendre si jamais j'ai la situation inverse, comment est-ce que je peux procéder. Voilà pour ça. Je vais sortir une fois de plus de mon diaporama. Et pour terminer, je vais simplement vous diriger vers une ressource qui se trouve sur le site Challenge You. Vous connaissez évidemment le site, j'en ai parlé entre autres pour les laboratoires, pour les devoirs et tout ça. Donc sur le site Challenge You, sur ma page, là, CSP à commercial A du B, donc vous pouvez aller dans le cours physique et dans les ressources que vous avez à gauche ici, sur la réflexion. Donc on les a ici. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme un espèce de bug, là, genre d'écriture qui se superpose, c'est pas bien grave. Vous avez une application sur la réflexion dans les miroirs courbes. On va ouvrir ça ici juste pour montrer ce qui se passe là-dedans. Voilà. Et donc, ça ouvre une page ici dans laquelle vous pouvez travailler et illustrer donc la trajectoire de rayons lumineux dans un miroir courbe. Là, il y en a qui vont dire « Oh, ça n'a pas l'air vraiment d'un miroir courbe, ça. On dirait vraiment tout simplement une ligne droite. » C'est vrai, mais imaginez un miroir courbe qui serait très, très, très grand. On en avait parlé sur le dernier cours. Si je faisais un zoom sur une partie très précise, ben, on pourrait constater que ce miroir-là aurait l'air d'un miroir droit. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer donc
si j'ai un objet qui est placé ici, d'ailleurs, je peux déplacer l'objet pas mal où je veux par rapport à mon miroir, ben, je peux montrer les différents rayons. Donc, un rayon parallèle passe par le foyer. Deuxième, un rayon qui passe par le foyer sera réfléchi donc parallèlement. Et je peux montrer l'image également, donc obtenue avec donc les deux rayons en question. Je pourrais même montrer d'autres rayons si ça m'intéressait. Là, je ne veux pas surcharger l'image. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je peux déplacer donc mon objet et voir comment mon image va évoluer. Éventuellement, je vais constater que si je dépasse le foyer ici, qu'est-ce que j'obtiens? Une image virtuelle. Je peux même changer les paramètres de mon miroir, reculer ici un peu. Donc, avoir un miroir, donc un centre de courbure plus loin ou plus proche, et voir en même temps, donc, qu'est-ce qui se passe avec le foyer. Je pourrais même, si j'étais un peu là, spécial, je pourrais même déplacer mon objet derrière le miroir. Et là, on verrait que j'ai comme une image qui apparaît en avant. C'est complètement bizarre. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, ces cas-là? Je vous rassure, on n'étudiera pas ce genre de situation-là. Donc, cette année, on va se contenter des objets qui se situent devant le miroir. Donc, c'est des situations d'objets virtuels. Là, on ne touchera pas à ça. Ceux qui auront le plaisir d'aller en sciences pures au cégep, vous verrez ce qu'il y en a. Sinon, également, donc ça, c'est une situation au niveau d'un miroir concave. Si je voulais avoir un miroir convexe, je peux tout simplement déplacer le sommet de mon miroir ici. Et là, on constate que j'ai mon objet devant mon miroir. Donc, j'ai le centre, j'ai le foyer, ça devient un miroir convexe. Et on constate que, comme je l'ai mentionné tantôt, donc peu importe où je place mon objet devant un miroir convexe, mon image est toujours plus petite, droite et virtuelle. Donc, plus petite, droite et virtuelle. Bref, vous pourrez vous amuser avec ça. Je pense notamment, lorsque vous faites vos exercices à la maison, si vous travaillez là-dessus, vous voulez valider vos réponses, bien, vous pouvez aller voir sur Challengeus cette petite application-là. Et vous allez assez rapidement voir si vous avez le bon tracé, donc, avec ça. Donc voilà, c'est ce qui complète notre petite présentation. Donc, je vous souhaite tout simplement de bien profiter des minutes qui restent pour travailler sur les différents exercices, compléter les autres exercices qu'on n'a pas fait ensemble dans votre cahier. Et au prochain cours, donc, on aura l'occasion donc de revenir sur tout ça et de finaliser notre chapitre sur la réflexion. Merci, au revoir.